Bon, merci à tous. Donc ce matin, moi je te propose qu'on commence justement par parler de Bourseau. Donc tu peux venir un peu avec moi et on peut applaudir Benoît. Ouais, mais toi là, je vais me mettre là. Alors, c'est filmé, mais honnêtement, les caméras sont là-bas, c'est pas extra. L'intérêt, c'est les gens qui sont là. Donc pour remettre un peu plus d'intérêt, si vous avez des questions, vous levez la main. N'hésitez pas, hein, vous êtes déplacé, il est 9h30 du matin, c'est ballot. Et puis si tu as des questions que tu n'aimes pas, tu fais comme Georges Marchais, on a dit. Exactement. Alors bon, déjà Bourseau, bon, tout le monde connaît, mais quand même, les KPIs aujourd'hui, 4 décembre 2024, je sais pas, je vois partout nickel, 4 millions de clients, en ce moment ils affichent, tout le monde parle de ces chiffres en ce moment, alors et toi? Nous, les chiffres, c'est 7 millions de clients, hein, parce qu'on les a passés le 7 novembre. C'est la 3e année où on recrute 1,5 million de nouveaux clients en annuel. Donc on est sur un rythme à peu près équivalent depuis 3 ans. On gère à peu près 80 milliards d'euros d'encours si on prend l'ensemble des activités de la banque. Ce qui est lié au fait qu'on a une offre d'ailleurs assez complète. Je pense que c'est une des différences un peu importantes par rapport à certains de nos pairs. Et ça a progressé d'un peu plus de 7 milliards d'euros sur les 3 premiers trimestres de l'année. Donc on est toujours dans une dynamique aussi d'équipement assez forte des clients. Et puis 3e élément important, on est rentable depuis maintenant 2 ans. Donc c'est un élément important parce que c'est vrai que le coût d'acquisition avait, et de manière totalement assumée et volontariste, pesé sur la rentabilité pendant 5-6 ans, le temps qu'on passe de... Donc là, tu absorbes tous tes coûts d'acquis. Ouais, exactement. Ouais. Juste avec ce qu'on te rapporte. Juste avec petit à petit l'évolution de l'équipement et puis tout un tas d'éléments qu'on fait. Et puis évidemment, le modèle, il est bâti sur l'efficacité. Donc c'est aussi beaucoup de travail sur les coûts. Mais on pourra peut-être y revenir. On va y revenir justement, parce que ça fait partie de mes questions. Alors, je profite quand même juste pour rappeler qu'on s'est connus en 99 dans un truc qui s'appelait Fimatex. Donc, qui c'est qui connaît le mot Fimatex ici? Ah, il y a quelques anciens. Oh putain, ouais. On vieillit tous. Alors, et qui a après racheté le portail Boursorama et a lancé la banque en ligne. Mais en fait, c'est très récent que vous avez assumé finalement, d'un point de vue de nom, le fait qu'il n'y a pas que la bourse, etc., et que vous êtes passé à Boursobank. Ça fait 1 an. Alors avant, on était Boursorama Banque déjà, puisqu'on avait racheté CaixaBank en 2006. Et tu as raison de rappeler qu'il y a eu toute une histoire. On est là depuis très longtemps. On est parti pratiquement du produit le plus compliqué qui était la bourse pour finalement aller vers les paiements, qui est peut-être plus universel et plus quotidien. Et voilà, et donc ça s'est fait petit à petit. Et on a pris le nom de banque petit à petit. On n'a aucun problème avec ça. On n'a jamais fait d'ailleurs de banque bashing. On est toujours assumé le fait d'être une banque. Pour nous, c'était important parce que si on veut capturer et capter l'épargne de nos clients et être capable de les accompagner sur la durée, évidemment, il faut qu'il y ait un élément de confiance. Et la banque apporte cet élément de confiance à travers des agréments qui sont compliqués à obtenir, des régulateurs qui sont évidemment exigeants. Mais c'est normal puisqu'on s'occupe de l'argent des gens et c'est assez compliqué pour eux de les gagner. Donc il faut qu'on soit sécurisé à tout point de vue. Mais alors en termes d'offres, quand tu as racheté CaixaBank, par exemple, il y avait les pros et les entreprises. À un moment, ça a été... D'ailleurs, tu étais très impliqué, je crois, dans le rachat de CaixaBank. Ouais, enfin, j'étais pas du tout à la stratégie à ce moment-là, mais plutôt dans la partie opérationnelle. Ouais. Et donc, il y avait le pro et les entreprises. À un moment, vous les avez gardés, là, vous les avez plus du tout. Non, depuis le départ, en fait, tu as raison. Il y avait des entreprises chez CaixaBank, on les a gardées en run-off. On avait dès le départ pas du tout développé la partie personne morale. Donc on s'est concentré dès le début et petit à petit ça s'est réduit exactement parce qu'on n'avait pas de flux. Donc au bout d'un moment ça part. Il nous en reste encore quelques-unes quand même de l'époque. Mais voilà, on n'avait jamais voulu développer les personnes morales. C'est une logique de focus. Nous, on pense que la banque pour les particuliers est un boulevard dans lequel il y a déjà énormément de choses à faire, dans lequel on a beaucoup de choses encore à optimiser. Donc on est resté très concentré là-dessus. Et pour nous, l'activité vis-à-vis des professionnels, alors il se trouve qu'on a une offre qu'on a pas mal refondue il y a maintenant 1 mois et demi, qui s'appelle Bourso Business, mais qui est vraiment focusée sur les entrepreneurs individuels. C'est que pour les petits, quoi. Exactement. C'est l'auto-entrepreneur. Exactement. Dès qu'il change de seuil, il part ailleurs, quoi. Ouais, c'est-à-dire si à un moment donné, il a plusieurs bénéficiaires qu'il faut gérer on ne veut pas s'en occuper parce qu'on estime que c'est pas là où on aura l'effet de levier, en fait. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'utiliser des trucs simples. Donc là, ce qu'on dit, c'est qu'on a 500 000 clients sur les 7 millions qui sont a priori potentiellement compatibles avec cette offre, d'après ce qu'on sait de leurs connaissances clients et puis de ce qu'ils nous ont dit de leurs activités professionnelles. Donc l'idée, c'est de ne pas avoir de coût d'acquisition 2 fois, donc bien de réutiliser finalement l'effet de levier sur notre base client. Puis la deuxième chose importante,
c'est aussi d'être industriel, et le fait d'avoir que ces clients-là, ça nous permet de réutiliser à 95% l'ensemble du système d'information et de l'organisation de Boursorama. Moi, ce qui Alors que si tu pars sur la personne morale, c'est plus tout à fait comme ça que ça marche, et après ça pose plein d'autres sujets. On va y revenir, parce que justement, ma question d'après, c'est un peu comment tu gagnes ta vie, mais je pense que tu es déjà en train de l'aborder. Quelque chose que je trouve très intéressant dans le cas de Bourso, même si on peut dire que c'est un bébé de SocGen, vous avez quand même très longtemps été dans votre coin. C'est ce focus. Je crois que c'est pas la première fois que je t'interviewe, très souvent tu reviens là-dessus. À un moment, vous pouvez dire il est un peu buté, mais en fait ça paye quoi, finalement. T'es toujours, je sais pas si ça paye, mais en tout cas c'est vrai que je suis buté, ça par contre c'est sûr. Je pense qu'il y a des gens de la boîte qui sont là, donc je pense qu'ils pourront te le dire mieux. C'est les mots qui sont ressortis naturellement. Exactement. Non, mais je pense que c'est important d'être focusé, c'est déjà assez difficile comme ça de réussir. Si tu te disperses, forcément c'est plus compliqué. Et encore une fois, dans le fait d'être focusé, il y a déjà beaucoup de choses qu'on peut faire. Aujourd'hui, on gère 47 produits. C'est pas du tout pareil de gérer de l'assurance vie que de faire du crédit immobilier, de faire du crédit conso, de faire de la bourse, de faire des paiements. Donc on a déjà largement de quoi faire. Oui, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois que tu as pris un axe, parce que je les ai vus grandir, je suis client d'à peu près tous vos services, donc je les ai vus grandir, j'ai l'impression qu'à chaque fois, il y a toujours le taquin qui pouvait dire « Oh, c'est nul, il n'y a pas cette option ». Mais t'assumais pleinement de dire « Moi, je fais le truc qui va me servir 80% des gens et les 20% qu'ils aillent ailleurs ». C'est exactement ça, ouais. C'est parce qu'après, on sait tous que quand on a des projets, si tu gères les 10 derniers pourcents, il te coûte 50% du projet. Donc c'est pas. Oui, mais ça, c'est. Moi, en tant que consultant, j'ai vu plein de comex qui me disent on va faire ça. Ouais. Et puis après, tu as la réunion produit. Finalement, non, mais rajoute ça quand même. Ouais, et puis toi, ça t'arrangeait de leur dire de le faire jusqu'au bout, non? Même pas vrai. J'étais tout petit, j'avais pas de mec avant d'à côté. Il y a beaucoup de gens qui te conseillent en tout cas d'aller jusqu'au bout. Je comprends, ça fait des gremlins. C'est la nature humaine, exactement. Et donc nous, on essaye de s'arrêter un petit peu avant, c'est pas toujours le cas, on fait aussi beaucoup de conneries, mais globalement, on essaye quand même de rester concentré sur l'essentiel, et il y a déjà largement de quoi faire. Donc il y avait le focus sur le 80-20, et il y a aussi très lean d'un point de vue relation client, quoi. Ouais, c'est vrai qu'on n'est pas encore 1000 personnes. Et tu vois, l'équipe a progressé je regardais ça il n'y a pas longtemps, on a progressé de 220 personnes en interne en 7 ans. Et pendant ce temps-là, la base client a progressé de 6 millions et qu'on a dû faire 50 ou 60 milliards de plus d'encours. Donc voilà, c'est ce qui explique le mieux, je pense, qu'on fait à la fin. T'as enfin atteint le sweet spot où ça se voit, quoi. Disons qu'en fait, on essaye de faire en sorte de rester efficace. On a un modèle qui ne marche que s'il est pur, et donc pour être pur, il faut qu'il réponde aux besoins. Nous, en fait, les gens viennent chez nous pour une raison évidente qui est le pouvoir d'achat. Donc on ne cherche pas à... Si ça peut revenir au focus, tu vas me dire, mais en fait, nous, ce qu'on veut, c'est apporter une valeur que les autres sont peut-être moins capables d'apporter. Donc nous, c'est simple, c'est le pouvoir d'achat. Les gens économisent 200 € de frais bancaires par an. Tu vois, c'est très simple, ils ne sont pas venus pour le sens, ils ne sont pas venus pour je ne sais pas quelle raison. On sait exactement pour la raison pour laquelle ils sont venus. Et du coup, nous, on concentre nos efforts pour s'assurer que pour rester la banque la moins chère, il faut qu'on soit les plus efficaces, parce que c'est évidemment comme ça qu'on a réussi jusqu'à maintenant, et qu'on pense que c'est important de garder une longueur d'avance sur l'efficacité. Alors c'est toujours un peu compliqué parce que c'est la chose qui se voit le moins à l'extérieur. Donc moi j'ai beaucoup de mal à l'expliquer, y compris auprès de journalistes ou de gens qui sont à l'extérieur de Bourso, parce que c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps plutôt derrière l'écran à faire en sorte que ce soit efficace. Et c'est pas très visible. C'est un peu chiant même à la limite. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les équipes travaillent beaucoup sur cette partie-là de la banque, puisque c'est ce qui fait notre modèle. Notre modèle, c'est de rendre le client autonome. Pour le faire, il faut... Donc toi, pour aller dans le détail, dès qu'il y a un item d'appel où ça monte, tu mets une équipe pour dire qu'il ne faut plus que ça monte, quoi. Exactement, ouais. Il faut que le pain point soit supprimé. C'est exactement ça, ouais. D'ailleurs, le KPI, pour moi, le plus important depuis le départ, c'était le nombre de contacts par client et par an. Quand je dis contact, c'est des gens qui nous contactent au service client, comme tu le dis. Et ça a toujours été pour moi le KPI le plus important. Donc le but, c'est qu'ils descendent tous les ans. La seule année où ça n'a pas été le cas, c'est en 2022, parce qu'il se trouve qu'à l'époque, on avait une opération pendant l'année avec ING, où on avait fait du référencement de clients d'ING vers Boursobank. On a récupéré des clients, ce qui nous a pris quand même à peu près 6 mois pour le faire. On a récupéré environ 315 000 clients et à peu près 10 milliards d'encours. Donc là, il y a eu quand même un shot d'activité qu'on n'a pas complètement bien géré. Donc là, c'est l'année, on va dire, heureusement, il n'y en a qu'une qui a été un peu en exception par rapport aux autres années. Et ça rejoint ce que tu dis, c'est que pour arriver à ça, il faut s'assurer que quand il y a des contacts clients, on essaye de trouver les solutions, les causes des problèmes, et on essaye de les résoudre. Et c'est pas du tout facile, parce que ça fait 25 ans qu'on essaye et on n'y arrive pas. Donc, On a eu un patron commun dans les années 90, Olivier de Montetti, qui aimait bien quand il y avait des shots au service client, il descendait prendre les appels. C'est comme ça que je l'ai connu, j'étais client. Tu fais ça encore ?
Plus maintenant, non. Je le faisais longtemps, mais j'ai arrêté là. Je le fais plus depuis longtemps. Il faudrait que je le refasse. Je fais des doubles écoutes, parce qu'on le fait dans la boîte régulièrement. Donc on se met avec un conseiller ou une conseillère, on écoute quelques appels. Bon, sachant qu'à chaque fois que tu appelles, moi, ça me tend. Ça me tend parce qu'en fait, je me dis, mais c'est pas possible d'être aussi. Je parle de nous, hein, c'est pas le client. Hein, je regarde ce qu'on fait, comment le client l'a perçu, et ça m'énerve. Donc, c'est pas bon pour mon. Tu parlais des 50 ans. Voilà. Moi, je crois que j'arrive au bout là. Là, il faut qu'il y ait quelqu'un qui. Je pense que j'ai de l'hypertension. Je sais pas, ça m'hystérise. donc, d'ailleurs, ils essaient de m'éviter. C'est toi qui t'hystérise. Ils mettent tout le temps avec la meilleure conseillère de l'équipe, parce que tu vois, pour quand même essayer de faire en sorte que ça se passe bien. Mais je sais pas, non, parce que je me dis, c'est dingue d'être toujours à ce moment-là. T'es 25 ans plus tard et tu prends n'importe quel appel. Tu veux dire, quand je t'envoie des petits WhatsApp, là, ça te fait toujours un petit pareil, peu... Ouais, pareil. Mais je reçois, je me fais défoncer, je sais pas, 3-4 fois par jour, mais c'est normal. Mais en fait, à chaque fois... Son numéro est le 06. À chaque fois, c'est... non, mais ce que je veux dire par là, ce qui est intéressant dans le truc, c'est qu'en fait, c'est sans fin. Tu pourrais te dire, mais c'est quand même pas croyable. En fait, chaque fois, il y a un nouveau truc où il y a quelque chose qu'on aurait pu faire différemment. Ça peut être un problème de communication, on n'a pas bien expliqué. Ça peut être un problème de process, on fait juste n'importe quoi. Ça peut être, en fait, c'est trop compliqué pour le client parce qu'on a des jargons, tu vois, la banque, c'est aussi beaucoup d'éléments techniques parfois qui sont pas évidents. Mais est-ce que tu es vraiment pour tous les clients ? Alors, parce que dans certains trucs que tu as évoqués, bon, après, des fois, il y a le bug, il y a l'erreur, ça arrive. Je crois qu'une fois, tu as eu une mise en prod, comme tout le monde, ça peut arriver, ou je sais pas si tu te souviens, ça bouclait. Je crois que là, tu as mal dormi quelques jours. Ouais, ça c'était pas non plus. Oui, mais ça arrive, ouais, bien sûr. Mais par contre, est-ce qu'il n'y a pas des clients où des fois on se dit, allez, on va prendre tout ce qu'on peut, on veut des clients, puis ils ne sont pas forcément faits pour la banque à distance ou pour. Non, pas. Franchement, honnêtement, moi je te dis, je reçois assez de. Tu me demandes si je prends encore des appels, j'en prends plus, mais je vous dis, par les réclamations que je reçois et les doubles écoutes, j'ai quand même conscience du niveau de qualité qu'on est capable de produire et on est encore très perfectible. Et en fait, moi, je le prends à la fin, je rigole, mais je le prends positivement. Je me dis, il y a encore des marges de manœuvre incroyables. Mais c'est jamais de la faute du client. D'abord, le client, il est venu chez nous en étant auto-segmenté. S'il est venu chez nous, c'est que cette capacité qu'il a, ou sa volonté, en tout cas, de se prendre en main, elle est réelle dès le départ. Tu vois, il n'y a jamais eu de transfert de modèle. Sur le côté, je veux économiser des sous, je peux venir pour ça et en faisant un peu fi du reste, quoi. C'est peut-être un peu compliqué pour moi, mais quand même, c'est gratuit. Oui, mais c'est ça, c'est exactement le modèle. Le modèle. Pourquoi est-ce qu'on a d'ailleurs un très bon taux de satisfaction client ? C'est parce que la promesse qu'on a, elle est d'abord très simple, elle est mesurable, et tant que tu la tiens dans le temps, je pense que les gens t'en savent gré. Donc ils disent, voilà, ils ont tenu leur parole. Et après, tu as raison, la personne est censée être autonome. Je pense que dans la plupart des cas, elle l'est très largement, puisqu'elle a choisi aussi un modèle qui lui plaît, parce qu'elle va pouvoir faire les trucs elle-même. Et donc ça rejoint aussi après une volonté, je pense, de plus en plus forte des Français, et ça c'est plus général, de prendre en main aussi les sujets d'argent. C'était moins vrai historiquement, petit à petit c'est en train de changer. On le voit sur la partie d'investissement notamment. Voilà, les gens de plus en plus ont envie de pouvoir être autonomes. Sur les paiements, il y a eu pas mal d'évolutions aussi en termes d'outils, de services, etc. Et donc tout ça, ça va dans le sens. Nous, on a beaucoup de clients jeunes. Hein. 60% des nouveaux clients qu'on a ont moins de 30 ans, 25% à moins de 25 ans. Donc c'est beaucoup, beaucoup de clients jeunes. Pour revenir à comment tu gagnes ta vie, parce qu'à force de voir marquer 0 € sur tous les murs de Paris tous les ans, bon, déjà, tu as économisé sur l'agence de com. Enfin, c'est la même affiche. Non, même pas. Non, on paye cher. Ils te prennent autant pour faire la même affiche tous les ans. On paye cher, ouais. Non. T'avais bossé avec Benoît. Ah, mais c'est des génies, c'est des génies. Ils sont pas là d'ailleurs, c'est con, mais ouais, ils sont chers. Pour faire 0 € tous les ans. Ouais, toujours. Mais d'ailleurs, on espère le faire encore bientôt là. Ouais. Ah putain. Là, je crois que tu économisé là-dessus. Alors, comment tu fais ? Parce que moi, je suis client et régulièrement, je vois écrit, alors, ce week-end, Pink Weekend, moins 200, moins 300, vous pouvez faire jusqu'à moins 900. Donc, tu distribues de l'argent, j'ai l'impression que c'est hélicoptère monnaie, quoi. T'es mieux que la garde. Et, enfin, dans les bons moments, pas en ce moment. Comment tu gagnes tes sous avec tout gratuit dans un modèle bancaire universel aujourd'hui, juste de B2C ? Nos revenus, ils sont simples. Hein. C'est principalement la marge d'intérêt. Donc, en ce moment, c'est cool. La marge d'intérêt sur les dépôts et sur à la fois les crédits. Principalement, c'est vrai que la remontée des taux, de ce point de vue-là, a changé assez radicalement le profil de revenus de Boursorama, puisqu'on avait subi peut-être un peu plus que les autres, étant donné qu'on avait beaucoup de dépôts qui étaient arrivés dans la période des taux négatifs. On avait des effets beaucoup plus forts que dans d'autres banques liés à ça. Là, ça s'est normalisé, on va dire, et puis on est capable de générer de la marge d'intérêt. Et puis après, on a des commissions qui peuvent arriver à la fois par des partenaires en B2B, à la fois parce qu'il y a quand même des facturations marginales sur le compte courant, sur la partie investissement, et il peut y avoir des rétrocessions, tu sais, sur des produits type OPCVM ou sur des assurances vie. Donc il y a toute une génération de revenus qui globalement est liée finalement à l'encours qu'on est capable de générer avec le client.
Donc nous, ce qui est important pour nous, c'est vraiment la capacité qu'on a, non pas qu'à acquérir les clients, mais vraiment à pouvoir les équiper et à s'assurer d'ailleurs qu'ils ne partent pas. Parce que j'en ai pas parlé, mais le taux d'attrition est à peu près de 3-3,5% par an, ce qui est fondamental. Parce que là, ce qu'on fait, nous, c'est vraiment une logique de banque de détail qui ne fonctionne que si on la regarde dans le temps. Ça, c'est un élément très important. On n'est pas dans un business de flux. Et donc, on est vraiment dans cette logique de stock. Et donc, c'est pour ça que la satisfaction client est d'autant plus importante. C'est pour ça qu'il faut équiper avec des produits parfois un peu plus compliqués, mais qui ont une traction dans la durée. Tu vois, si tu fais des PEA, de l'assurance vie, des crédits immobiliers, de l'intérêt aussi, tu te projettes avec le client dans la durée. Et c'est très différent de faire des coûts. Et ce que tu rappelais sur la logique commerciale que nous avons, qu'on pourrait qualifier de très commerçante, voire de retailer de base, qu'on assume totalement, oui, c'est vrai qu'on met de l'argent sur la table, mais c'est en regard du fait qu'on n'a pas de force de vente. C'est quand même un élément important. C'est-à-dire que pour nous, depuis le départ, le fameux 80 €, je me pose la question à peu près chaque année, c'est finalement l'équivalent du conseiller, de l'agence, de la force commerciale que tu aurais mise. Et nous, on estime, même si on cherche à l'optimiser, que voilà, ça fait partie de notre modèle. Après, il faut évidemment démontrer que ce coût d'acquisition, on est capable de, évidemment, très rapidement le rentabiliser. Ce que tu me disais, c'est que sur la partie revenu, c'est assez éclaté. C'est pas parce qu'il y a quand même beaucoup de banques en ligne qui ont été sauvées par la remontée des taux. Il y en a, on se disait, mince, elles vont mourir, puis tout d'un coup, là, c'est jackpot. Toi, il y a évidemment la marge d'intérêt, mais c'est assez éclaté avec tout ce qui est comme B2B, les rétrocessions. Ouais, c'est 60% marge d'intérêt, à peu près 40% commission, et dans les commissions, il y a un peu de tout. Je te dis, même si nos clients ne payent pas très cher la banque du quotidien, parce que c'est autour de 9 € par an. Donc profitez-en, hein, c'est vraiment pas cher. Et donc, tu vois, 9 € fois 7 millions de clients, ça te fait un peu d'argent quand même. Ouais, voilà, et ainsi de suite. Et donc, sur la partie bourse, on a un petit peu de commission aussi. On peut en avoir aussi avec des produits autour de l'assurance. Enfin, voilà. Donc, on a tout un dispositif qui vient compléter la marge d'intérêt. Et la marge d'intérêt chez nous, elle est moins directement liée au taux que certains acteurs que tu as cités, qui étaient sur des taux courts, n'ayant pas de gestion de bilan à gérer. Et donc, ils avaient un plein bénéfice quand les taux étaient à 4%. Probablement qu'ils vont un peu réduire leurs revenus du fait de la baisse des taux directeurs. Nous, on a une capacité quand même à pouvoir gérer ces taux de manière un tout petit peu moins, parce qu'on a un bilan et qu'on le fait, on l'étale un petit peu dans le temps, ce qui permet de lisser, si tu veux, l'effet. Donc, c'est un peu moins bien au départ, parce que tu as un peu moins l'effet quand les taux courts, ce qui est quand même assez rare, sont très au-dessus des taux longs. Puis, petit à petit, ça va nous permettre de générer des revenus. Mais encore une fois, pour générer des revenus, il faut qu'on ait la capacité à garder les clients et à les équiper dans le temps. Et puis, pour revenir juste sur comment on fait de l'argent, la raison principale que j'ai dite tout à l'heure, elle est vraie, c'est qu'il faut qu'il y ait le moins de coûts possible. La banque de détail, historiquement, est une activité qui est intéressante parce qu'elle a une inertie au positif, c'est-à-dire que tu gères le client dans la durée. Plus il monte en âge, plus il a de la valeur potentiellement, en tout cas, puisque tu vois quand même que l'enrichissement suit quand même l'âge. C'est un peu triste d'ailleurs, parce qu'on finit au maximum quand on n'a plus besoin. Un petit peu, voilà, quand on est au bout du rouleau. Voilà, c'est comme ça. Donc ça, quand est-ce que tu inverses le truc? Je sais pas, on n'arrive pas à faire ça. Ouais. On n'arrive pas à faire ça. Et donc finalement, il faut suivre le client. Et souvent, la base de coût était assez élevée, puisqu'il y avait un réseau de distribution et il fallait évidemment aussi entretenir toute une problématique de complexité aussi avec tous les produits. Nous, on a cette chance-là, entre guillemets, et qui nous coûte assez cher, parce que tous les jours, c'est là-dessus qu'on passe beaucoup de temps. C'est vraiment réduire le point mort au maximum pour générer de la capacité de pricing et du coup, capacité aussi à être très bénéficiaire. J'en avais parlé, mais l'année dernière, on avait fait un test au deuxième trimestre. On avait généré 47 millions de résultats nets en 2023, quand on avait réduit l'acquisition à 130 000 nouveaux clients sur un seul trimestre. Ce qui était beaucoup moins que ce qu'on fait habituellement. On fait plutôt entre 550 et 400 000 nouveaux clients par trimestre. Donc tu vois, c'était une forte réduction. Et là, ça permettait de démontrer ce qu'on n'arrête pas d'expliquer, c'est qu'évidemment, aujourd'hui, l'acquisition, quand tu recrutes 1,5 million de nouveaux clients et que tes coûts d'acquisition ne sont pas amortis, forcément, tu ne peux pas forcément toujours les absorber. Là, maintenant, on y arrive parce qu'on a réussi à passer un cap. Mais voilà, c'est évident que ça ne reflète pas la rentabilité intrinsèque de l'entreprise. La croissance, le coût de la croissance. Ouais, exactement. Un autre point fort de ta stratégie, je crois, sur lequel tu as été aussi assez buté, pour reprendre ce terme de tout à l'heure, c'était l'architecture ouverte dans tous les sens du terme. C'est-à-dire qu'il y a plein de sujets où tu as dit ça, je fais pas moi. Ouais, c'est Aujourd'hui, vrai. qu'est-ce que tu fais pas chez toi, par exemple? Par exemple, tu vois, depuis toujours, en fait, ce qui se passe, c'est comme tu parlais tout à l'heure du rachat de Boursorama. Boursorama, vous connaissez, c'est un portail, il y a tous les produits financiers. Donc, depuis l'origine, c'est vrai qu'on a proposé à nos clients de pouvoir souscrire à tout type de PCVM, tout type de produits financiers. Donc, on a continué à le faire
en rationalisant petit à petit quand même nos partenariats, c'est-à-dire qu'au départ c'était vraiment complètement architecture ouverte, ça continue à l'être parce que les clients experts peuvent continuer à acheter tous les produits qu'ils veulent, mais petit à petit, pour les clients qui, eux, ont peut-être un peu moins la capacité à choisir, on les oriente quand même vers des produits plus simples à comprendre, parce que c'est important qu'on s'adapte aussi à notre clientèle. On n'a plus la clientèle d'il y a 10 ans qui était l'expert en bourse, qui savait exactement ce qu'il allait chercher sur Boursorama. Donc on est en train d'adapter un peu le dispositif. Plus accompagné ? Plus accompagné, des choses un peu plus simples, encore une fois, parce qu'il faut s'adapter encore aux besoins des clients. Et donc ça se fait avec des partenaires. Sur les paiements, on a aussi des partenaires, évidemment. Et puis sur toute la chaîne, en gros, c'est vrai que tu as raison, on s'est concentré sur plutôt le client. On a laissé. Service client, c'est interne, c'est chez toi, dans tes locaux, en fait. Ouais, alors une partie est en externe, une partie est en interne. La partie interne, évidemment, est celle qui s'occupe des clients et notamment les besoins les plus, on va dire, importants et sophistiqués. Et puis on a une partie externe qui vient nous aider pour gérer justement aussi des pics d'activité, parce que évidemment, il peut y avoir des pics d'activité qui sont à la fois saisonniers, à la fois il peut y avoir des sujets ponctuels, donc il faut qu'on puisse le gérer en ayant. Exactement. Et puis on n'arrête pas d'optimiser, donc il faut qu'on puisse garder une soupape et une capacité à optimiser. L'assurance vie, donc c'est des partenaires externes. L'assurance vie, c'est des partenaires externes. Crédit, c'est interne. Crédit, c'est interne, ouais. Mais l'assurance emprunteur, évidemment, on le fait avec des partenaires aussi, que ce soit sur le crédit conso ou le crédit IMO. L'assurance habitation, c'est pour le coup, c'est Société Générale comme sur la crédit conso. Ça dépend vraiment en fait des cas de figure. Et nous, l'idée, c'est... et puis, on a aussi des partenaires sur les contenus, parce qu'on a beaucoup de fournisseurs de contenus, parce que nous, si on veut que les gens soient autonomes, bah oui, mais si on veut qu'ils soient autonomes, les clients, il faut quand même les aider à l'être. Et donc, on investit quand même toujours beaucoup sur tout ce qui est le contenu. Les outils, les simulateurs, les news, les conseils, etc. Et ça, on ne le fait pas forcément nous directement. On a une rédaction, mais qui est réduite, qui va faire des contenus, mais on prend beaucoup de contenu à l'extérieur. Parce qu'on estime que, voilà, il y a plusieurs points de vue qui peuvent exister. Il peut y avoir aussi des expertises qu'on a besoin d'aller chercher, qu'on ne sait pas faire nous. Et donc, on essaie de les réintégrer. Ça peut être des contenus vidéo, ça peut être évidemment du texte. J'ai croisé le patron de Libertify qui me disait que vous intégrez combien de vidéos, 80 000 Ouais, c'est ça, c'est énorme. Lui, il est venu nous apporter une manière de le faire aussi un peu différente, parce qu'il utilise l'IA notamment pour agréger des contenus. Et ça permet aussi d'avoir un format, pour le coup, très intéressant et très nouveau, où ça te permet d'avoir en 1 minute 30 par exemple un peu une vision sur une entreprise cotée, voir un petit peu ce qu'elle fait. Et ça sur n'importe quelle entreprise alors on l'a fait sur un premier scope d'entreprise, j'ai plus le nombre exact mais c'est quelques dizaines, puis petit à petit on va l'élargir. Et puis l'autre point sur lequel il peut nous aider lui, c'est aussi sur la lecture des documents qui sont plus réglementaires, tu vois, par exemple les documents contractuels quand tu veux souscrire à un EPCVM ou un produit de ce type-là, c'est vrai que c'est souvent un peu rébarbatif, c'est un petit peu technique, donc essayer aussi de simplifier petit à petit la lecture de ce genre de documents. On parle de la simplicité, mais tu es dans un monde pas simple. Et on va y venir 2 minutes, parler de cyber et de risque. Tu as de plus en plus de contraintes du régulateur, mais pas pour rien. Protéger le consommateur, mais aussi protéger du risque, etc. Et c'est vrai que client chez toi, mais comme chez tous les autres acteurs de la place, des fois j'ai l'impression, pour un pauvre truc, on me demande 40 papiers à signer, et je connais déjà, etc. Et il y a celui qui ne connaît pas, mais qui ne va pas le lire. Tellement il y en a. Est-ce que tu as l'impression qu'au bout de... Ça fait 20 ans qu'on parle de ça. Est-ce que tu as l'impression que tu as trouvé enfin un sweet spot pour que les gens on gamifie un peu, qu'on arrive à utiliser ces données et pas juste en faire un truc en kikinant? Enfin, on y arrive finalement toujours pas. Non, mais tu as raison, c'est un vrai. En fait, on est dans c'est vrai qu'on est dans une activité qui est très régulée et encore une fois, moi je trouve que c'est plus que normal puisqu'on s'occupe de choses qui sont très importantes pour les gens, donc c'est normal que ce soit très contrôlé. Après, il y a une barrière à l'entrée pour beaucoup de Français, c'est comment est-ce que je rentre dans des produits aussi compliqués qui ont cette problématique technique. Donc on essaye de simplifier, donc ça c'est plutôt en amont, c'est ce que je disais tout à l'heure, on essaye par exemple, on fait pas mal de webinaires. Et c'est assez intéressant parce qu'on voit qu'il y a quand même un intérêt pour les sujets, mais après, il faut se mettre au niveau aussi du client. Et c'est vrai que tu as raison, quand on est sur des problèmes de KYC, c'est tout de suite un peu plus rébarbatif. Si on est carrément sur des DC de fond, là, il faut être quasiment gérant pour comprendre ce qu'il y a écrit dedans. Donc, il y a eu des efforts de fait, il y a une page de synthèse, tu as une sorte de scoring par rapport au risque, donc ça pour le coup c'est facile à lire, tu as une grille de 1 à 7 pour voir à peu près où tu te situes par rapport à des risques en capital, donc ça aide. Mais on n'est pas encore, je pense qu'on peut encore s'améliorer et c'est aussi un enjeu pour nous. C'est-à-dire il ne faut pas attendre du régulateur non plus l'ensemble des choses, je pense qu'on fait partie dans l'écosystème des gens qui peuvent aider à améliorer les choses, et on n'y est pas encore. On n'y est pas encore parce qu'il y a, comme je le disais tout à l'heure, beaucoup de jargon, il y a beaucoup de choses qui sont un peu techniques. Donc on essaye de se mettre au niveau. Je pense que dans le digital, l'intérêt, c'est comme on était obligé de laisser les clients faire les choses, évidemment, tu es obligé de te mettre un peu à leur niveau. Donc si tu veux, les parcours, ils nous imposent aussi quand même, nous, de nous poser des questions peut-être plus frontalement.
Là où dans d'autres modèles, tu vas laisser le conseiller devoir gérer ça. Nous, on se retrouve face à un écran. À l'inverse, avec un conseiller à une époque, ça fait longtemps que j'en ai pas vu, mais il le lisait avec moi si je comprenais pas. Là, honnêtement, le nombre de fois où je clique comme ça, là, compulsivement, pour juste passer à l'étape suivante. Ouais, donc c'est pas sûr que ton client soit éclairé et que le jour où il y a un problème, il est compris. Si, parce que sur les produits honnêtement les plus compliqués, ceux où il y a vraiment le plus de risques, tu as vraiment des questionnaires que auxquels tu es obligé de répondre. Donc tu peux pas arriver sur un produit vraiment risqué sans avoir quand même répondu à 4, 5, 6 questions qui vont te permettre d'être sûr que le client a compris le niveau de risque qu'il est en train de prendre. Et si on oublie le client 2 minutes, pour toi, pareil, ça fait 20 ans, j'ai l'impression qu'ici on parle de service à valeur ajoutée et de comment on pourrait transformer ces pain points en connaissance client qui nous aide. On comprend qu'en fait lui il a plus besoin d'aide que lui. Donc je vais plus l'aider ou lui envoyer des produits ou des vidéos ou des choses comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui tu as l'impression que ça y est, on utilise enfin ces parcours aussi pour vous en tant qu'entreprise, pour mieux les cibler, ou là aussi il y a encore du travail Non, il y a encore du travail franchement. Oui, on le fait un peu, mais on le fait de plus en plus. On a évidemment un usage de la donnée qui pour nous est important, mais qui reste encore pas complètement au bon niveau. Je pense que pour revenir à ton point qui serait je suis capable de personnaliser un parcours en ayant compris le niveau d'engagement et de compréhension du client, on n'y est pas encore. Et je pense que ce serait faux de dire qu'on est capable de faire ça. On se met plutôt encore dans une logique de la moyenne, ce qui amène du coup à être plutôt protecteur d'ailleurs globalement, parce que finalement le fait d'être comme ça, tu pars plutôt du principe de prendre le client le moins averti, ce qui est normal. Enfin, donc tu le protèges. Donc plutôt tu as tendance à plus protéger que l'inverse. Et du coup, si tu veux, si on devait le faire, je pense que ce serait plutôt avec un potentiel finalement commercial supplémentaire, c'est-à-dire de simplifier pour des gens qui à l'inverse ont une compréhension. Tu vois, la facilité d'accès à certains produits. Toujours un peu dans les sujets de stratégie, il y a des banques qu'on a reçues sur cette scène ou d'autres qui nous expliquaient le métier de la banque il évolue, il faut faire d'autres métiers. Par exemple, quand je fais du crédit, je vais aussi t'aider à déménager, je vais t'aider à trouver et le déménageur et les gens qui vont faire ton appartement, les travaux, etc. D'autres qui disent voilà, chacun son business, moi je te mets en relation, je fais de l'intervention, et d'autres je fais rien du tout, je fais que du crédit. Ça c'est sur le crédit, je vais te poser la question d'une seconde, mais je sais qu'il y a un de tes partenaires dans la salle, Quartis. À l'inverse, il y en a qui disent moi je veux faire une galerie marchande et le retail, finalement le paiement c'est pour utiliser mon article de paiement, tant qu'à faire je le fais chez moi, etc. Ta stratégie, tu l'adaptes, il y en a une seule ou elle change en fonction des produits, des offres, des besoins? Non, nous, elle est assez simple. On se concentre que sur ce qu'on pense être notre périmètre de légitimité. Donc, pour revenir sur l'exemple du crédit, nous, on va pas te proposer un déménageur ou je sais pas quoi, ou un énergéticien ou je sais pas qui, un parquetier. Ou c'est déjà assez compliqué comme ça. C'est des exemples qui sont faits par certaines banques. Oui, je sais. Nous, on fait pas ça du tout. On s'occupe du crédit IMO et de l'assurance emprunteur. Là, on estime que c'est un continuum dans lequel on est attendu, parce que pour le coup, il est important pour nous d'apporter cette proposition de valeur. Pour le reste, vous vous débrouillez, c'est déjà assez compliqué pour ceux qui ont fait des travaux ou qui gèrent des déménagements. Enfin, c'est bon, moi j'ai déjà assez de problèmes. Je viens de dire juste avant que j'ai pas envie que les gens m'appellent. C'est pas pour me taper des gens qui ont des problèmes avec le déménageur. Voilà, donc c'est bon, c'est bon. Chacun son truc. En revanche, puisque tu citais Quartis, on a à côté de ça toute une logique de bon plan, où là, la logique est vraiment celle de la promesse dont je parlais tout à l'heure, de banque la moins chère et d'apporter du pouvoir d'achat. Et là, ça n'a rien à voir avec un lien quelconque avec un produit spécifiquement de la banque. C'est plutôt, on peut trouver des partenaires, quel que soit le secteur, qui, parce qu'ils sont capables d'avoir accès à notre clientèle et qui a une qualité pour eux spécifique, de leur apporter une valeur différente sur le prix, principalement. C'est ça l'idée, nos clients sont contents parce qu'ils bénéficient de bons plans spécifiquement dans ce service qui s'appelle The Corner, qui a très bien marché d'ailleurs. J'allais te demander si le Black Friday était bon. Ouais, très très bien. Ouais. On fait plus 45%, donc c'est pas mal par rapport à l'année d'avant. Là, je parle pour The Corner. C'est un peu une promesse de valeur pour ceux qui nous suivent, qui ressemble plutôt d'habitude aux trois coins de Amex, qui est, je te propose une promesse de valeur chez des marchands que je connais, que je maîtrise. Et donc là, avec ce portail, tu fais un peu ça sur une cible restreinte. Ouais, sur une cible restreinte et qu'on essaye de développer petit à petit. Donc ça fait 2-3 ans maintenant qu'on a une évolution assez forte. C'est à côté de notre sphère, encore une fois, principale, mais là où on se sent légitime, c'est d'apporter au client, par une négociation avec le partenaire et avec l'aide aussi de certains partenaires sur la logistique et sur la partie opérationnelle, d'arriver à obtenir de la valeur qu'on peut rendre au client. Et là, en fait, l'objectif pour nous, c'est un peu la monétisation. Tu me demandais comment on essaie de faire des revenus, mais c'est limite presque plus l'enjeu de satisfaction pour le coup, parce qu'on est cohérent de bout en bout. C'est-à-dire non seulement tes paiements, ta banque du quotidien te coûte donc 200 € de moins,
non seulement sur tout le reste des produits, on essaye d'être plutôt pertinent, et là en plus on t'apporte encore une fois pour ton voyage, je sais pas, tes courses, etc. Encore plus de valeur ajoutée sur toujours le même thème qui est le pouvoir d'achat. Bon, j'ai pas fait mes devoirs parce que je suis client et j'ai pas essayé The Corner. On paye en carte ou en paiement banque Il y a un peu de tous les modèles, ça dépend des partenaires, mais c'est plutôt en carte. Ouais. C'est plutôt en carte, et l'économie moyenne c'est autour de 6-7%. Voilà. Non mais genre t'aurais pu passer directement en paiement banque. Ouais, c'était une des idées au départ. Après, il se trouve que comme on est interfacé différemment en fonction des modèles, il y a des modèles où c'est plutôt des coupons, des modèles où c'est... pour l'instant, on n'a pas encore de modèle unique pour ce service. Donc là, on vient d'en citer 2, mais je sais qu'il y a plein d'autres partenaires. Donc j'ai cité Libertify et Quertis, mais donc tu es très architectures ouvertes en termes de start-up. C'est pas des grosses boîtes. C'est pas trop compliqué. On travaille aussi avec Visa et BlackRock, hein, tu vois. Oui, ça je sais. Non mais c'est pour faire le... Mais justement, j'allais venir. Donc tu es filiale d'un grand groupe qui, ces derniers temps, n'a pas caché son côté recentrage core banking. À un moment, on les recevait, ils nous rachetaient une fintech tous les 3 mois. Et puis tout d'un coup, on a l'impression qu'elles sont toutes en vente sur The Corner. Et que voilà, c'est un peu plus compliqué. On se recentre sur les enfants, il faut gagner de l'argent. Voilà. Toi, pourtant, à un moment, bon, tu t'es jamais défini fintech, je crois. Mais non, c'est pas un mot qui t'intéresse. C'est pas ça. C'est juste que nous, en fait, comme je le disais tout à l'heure, en fait, le fait d'avoir été une banque assez tôt, puisqu'on a notre licence bancaire depuis 2006, c'est vieux, ouais. Nous, on a vraiment assumé toujours le fait de faire partie du secteur de la banque. Et donc, je le disais tout à l'heure, peut-être à tort d'ailleurs, mais on n'a jamais fait de banque bashing. On s'est jamais mis à côté. Ce qu'on considère qu'encore une fois, ça a une valeur importante pour les clients de savoir que le fait d'être dans une banque, tu vois, ça apporte aussi tout un set de valeurs et de sécurité. Alors ma question, où Georges Marchais est autorisé, hein, mais ma question c'était, c'est pas trop dur dans ce nouvel écosystème bancaire, parce que là je parle de SocGen parce que tu es là, mais enfin honnêtement dans toutes les banques en ce moment il y a un resserrage et un recentrage. Toi, vu d'un core banking, t'es quand même un petit peu l'électron un peu différent. Enfin, c'est pas pareil. Est-ce que tu le vis différemment ou finalement ça t'empêche pas de vivre Non, mais je pense qu'au sein du groupe Société Générale, on est quand même en effet une entité légale, une banque depuis le début. Il y a eu une volonté du groupe de développer à fond le modèle sans avoir aucune restriction. Ce qui n'est peut-être pas le cas aussi d'autres groupes bancaires. C'est-à-dire, il y a vraiment le fait d'assumer totalement les deux modèles, le modèle historique et un modèle nouveau, en ayant les moyens de le développer, parce qu'on nous a donné les moyens de le faire. Et les moyens, c'est pas que l'argent, hein, c'est aussi la capacité de gouvernance, le fait d'avoir des capacités technologiques spécifiques, etc. Donc ça a été un choix depuis maintenant, je sais pas, pratiquement 15 ans, hein, qui n'a fait que s'accélérer dans le temps. Et après, les autres fintechs qui ont été rachetées dans le groupe, elles avaient il y en a encore d'ailleurs, et elles sont sur des points très spécifiques. Tu l'as très bien dit, c'est compliqué pour une fintech de se développer indépendamment d'être dans un grand groupe. Quand tu la prends dans un grand groupe, ce qu'on voit, c'est que c'est probablement aussi compliqué parfois parce qu'il y a des sujets de est-ce que le grand groupe est capable ou pas de gérer ça, mais la fintech toute seule peut aussi se planter, hein. Donc c'est pas forcément t'as pas forcément besoin d'un grand groupe pour que ça marche pas. Je pense qu'après il y a des gens qui gèrent des boîtes entrepreneuriales et ils pourront témoigner mieux que moi sur le fait que c'est dur de réussir. Après, il y en a qui marchent bien, genre la fusion avec Nickel par exemple. Qui est, ouais, c'est vrai. Mais c'est pour ça, c'est pas du tout. Et après, dans le groupe, on a recentré les activités. Il y a eu pas mal de sessions depuis maintenant un an importantes. Et donc voilà, donc ça fait partie aussi, comme tu l'as très bien dit, du recentrage un peu sur les activités cœur. Et nous, on est quand même sur l'activité de banque de détail en France, avec un modèle par contre qui est pur, qui est un modèle digital et qui vient compléter finalement le dispositif. Je pense qu'à la fin, on est plus fort en ayant 7 millions de clients chez Boursorama et 9 côté SGRF, tu vois, que d'avoir que les 9 de côté SGRF et 1 million côté Boursorama. Donc c'est forcément mieux d'avoir cette capacité à générer tout type de clientèle et de récupérer et de ne pas laisser ça qu'à des acteurs, parce que si on n'était pas là, évidemment, ils seraient allés chez d'autres. Hein, donc, J'ai 2 dernières questions, parce que en fait, faut savoir que je suis toujours en retard, mais en plus, là, ça m'aide pas, j'ai pas l'heure. J'ai laissé mon téléphone là-bas. Si on a dépassé là. On sait qu'on a dépassé, mais en 2 combien? Donc j'ai 2 dernières questions. Tout à l'heure, tu nous disais quand même à chaque fois les coûts. Tu disais vous êtes quasiment 1000. Dans les 1000, j'imagine, il y a quand même pas mal de relations clients. Je recevais sur une autre scène donc du Paris FinTech Forum, cette fois, que j'animais il y a quelques semaines, le patron de Viva, qui est une grosse boîte de paiement, ils sont aussi 1000. Et il me disait, là, des expérimentations récentes, hein, il ne me parlait pas des modèles de janvier dernier, mais il me dit là, cet été, les nouveaux modèles d'AI, il me dit, moi, je divise mais par 10 les personnes à l'ouverture de compte, par exemple, toute la partie entrée en relation. Alors, c'est pas du tout le même business, hein, c'est du paiement pur B2B, mais ma question, c'est est-ce que, comme Klarna qui l'a annoncé, bon, on ne sait pas ce qui est vrai et faux, mais
est-ce que tu penses que l'AI, je ne parle pas vraiment de métier de banque, là, mais juste de relation client, d'intermédiation, d'entrée en relation, ça peut vraiment là aussi une grosse source plus ou moins rapide de gain chez toi? Non, mais c'est évident, et je ne vais pas enfoncer des portes ouvertes, mais puis en plus les buzzwords, je pense qu'on en a tous. Mais en fait, réellement, ce qu'on teste nous sur les nouvelles techno, c'est vrai que c'est bluffant. Je parlais tout à l'heure de la double écoute. Il se trouve que quand j'ai écouté 4 clients qui avaient 4 problèmes qui n'avaient rien à voir. Après, j'ai testé un des bots qu'on est en train de tester sur la LLM, et je reposais les questions en gros qu'avait eu le client. Bah, la réponse du bot était plutôt bien. Et donc, ce qui n'est pas le cas de ton bot actuel. Hein, non, ouais, t'es un peu dur à chaque fois avec ça, mais je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, la satisfaction, je crois qu'elle est autour de 40%, parce qu'en fait, un des problèmes qu'on a avec le bot historique, c'est que je pense qu'il y a un vrai sujet, et c'est là où la techno nouvelle change tout, où au départ on se comprend pas bien avec le client parce qu'on est dans une logique très bijective où finalement le client nous dit 4 mots, les 4 mots on croit interpréter un truc, en fait évidemment 9 fois sur 10 c'est pas le bon truc. Mais là tout change là avec elle. Et donc là tout ce qui change pour moi c'est la capacité de comprendre ce que fait en fait un bon conseiller. D'ailleurs c'est ce que j'explique souvent, c'est les 2 premières minutes sont clés pour comprendre le problème du client, parce que le client des fois il sait même pas quel est son problème. Tu vois, il t'appelle, pour lui, il est bloqué, il ne sait pas où il est, il ne sait pas pourquoi il est bloqué. Et donc, il faut déjà passer du temps pour essayer de comprendre exactement quelle est sa situation. Et parce qu'après, tu pourras éventuellement lui trouver une réponse. Mais si tu n'as déjà pas compris son problème, ça risque pas d'arriver, tu vois, la réponse. Et donc, tout ce qu'apporte pour moi cette nouvelle techno, c'est le langage naturel va nous permettre de rentrer dans une vraie discussion, ce qui n'était absolument pas le cas des bots actuels qu'on utilise, qui étaient dans une logique presque de... si je caricature un peu de FAQ amélioré, c'est-à-dire vraiment ça marche quand même massivement, mais pour des cas très très simples. Dès que c'est un truc qu'on comprend pas bien, et là en fait tu rentres dans une logique qui est bluffante de ce point de vue-là, c'est que tu vas pouvoir préciser la pensée, tu vas pouvoir relancer, tu vas pouvoir clarifier, et à partir de là, du coup, ta capacité de bien répondre va être démultipliée. Mais après, il n'y a pas de magie. Si la chambre n'est pas rangée, tu vas répondre n'importe quoi. Si dans ton socle de réponses, tu as 4 réponses différentes pour la même situation, il y a énormément de tests à faire pour éviter des cas évidemment un peu perturbants. Nous, on est assez complexe parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a 47 produits, on gère toutes les problématiques de la banque. Donc autant vous dire qu'entre un PEA, PME, de l'assurance vie, un PER1, du crédit IMO ou du crédit conso ou du DA, ou la personne qui est plantée avec sa carte pendant le Black Friday, ça n'a juste rien à voir en fait. Et donc chacun de ces écosystèmes-là à l'intérieur de la banque est spécifique. J'entends, mais si tu écoutes les acteurs du LLM, ils te disent même pas mal, quoi. Ouais, bah écoute, on les a pas rencontrés, alors ceux-là, ouais. Non, mais je te dis juste qu'à la fin, la complexité, penser que la techno va la résoudre, moi je pense qu'une des erreurs de raisonnement souvent, c'est qu'on peut être très intelligent en amont, mais si en aval tes process marchent toujours pas, si t'as pas les bons messages en bas de la chaîne, et si ton truc est pas bien rangé, tu pourras faire tout ce que tu veux en haut, la réponse pourra être parfaite, mais tu pourras être très déceptif. Et donc je pense qu'il faut avoir en tête que c'est un continuum. Et donc c'est hyper clé au départ, ça va nous aider de manière incroyable. Nous, on a moins de sujets, je pense, que d'autres, parce qu'il se trouve qu'on est dans une logique d'automatisation et de simplification, comme tu l'as dit tout le temps. Nous, on n'arrête pas de récompenser les équipes autour des sujets de rationalisation. On essaye d'arrêter énormément de choses. On passe beaucoup de temps à arrêter des trucs, parce qu'il y a plein de trucs qui ne marchent pas, il faut les arrêter, parce que sinon, tout le temps, on rajoute des choses en permanence. Donc, il faut essayer de simplifier. Donc, beaucoup de temps est passé là-dessus. Et je pense que de ce point de vue-là, l'IA va nous aider aussi parce que ça va nous obliger à être beaucoup plus clairs nous-mêmes dans ce qu'on fait en fait. Mais est-ce que tu penses que, juste pour finir là-dessus, ça va t'aider à très rapidement, 1 million de clients de plus, pas du tout le même nombre de pourcentage de personnes en plus chez toi? Ouais, mais tu vois, c'est déjà très faible, ce que je te disais, je pense que je vous ai dit tout à l'heure, 6 millions de clients avec 226 personnes, tu fais le calcul, voilà, ça va quoi. Donc c'est pas ce truc qui va te... ce sera toujours mieux. Mais moi c'est pas tant ça, parce que je pense que, encore une fois, l'efficacité, je sais pas si j'ai pas été clair, mais enfin on n'est pas du tout là où on pourrait être. Mais on est quand même pas trop mal. Il y a du boulot encore. Et donc, ouais, non mais, Solène, de toute façon ils sont tous là, ils le savent, je le dis tous les jours, donc il n'y a pas de nouveauté. Et non mais donc ça c'est le point 1. Mais en fait le vrai point pour moi c'est plutôt ce que tu as dit, c'est-à-dire apporter une qualité de réponse qui est bien meilleure. Et aller aussi être capable d'aller faire des choses en valeur ajoutée qu'on ne fait pas aujourd'hui. Tu vois, par exemple, même pourquoi pas aller faire un peu plus de conseils ou d'aider les gens à mieux choisir leurs produits. Ça, pour le coup, c'est quelque chose qu'on peut faire de manière beaucoup plus massive. Parce que ça, on ne se l'est jamais autorisé, si tu veux, d'avoir par exemple des gens avec une volonté un peu plus commerciale dans l'entreprise qui serait linéaire avec les ventes, etc. On n'a jamais voulu rentrer là-dedans pour garder notre efficacité, justement. Et là, pour moi, sur l'IA, ce que tu peux envisager petit à petit, c'est que des périmètres entiers qu'on faisait moins,
on pourra peut-être essayer de le faire à travers ce genre de technologie, parce que là, on aura l'effet de levier. D'accord. Une dernière question, tu as 1 minute. On disait autour du café que nos parents respectifs se sont fait enquiquiner par des, comment on appelle ça, des scammers, des fraudeurs, qui ont quand même réussi à les convaincre d'aller choper leur carte bancaire en bas de la maison, comme quoi les cordonniers sont les plus mal chaussés. Ça s'améliore côté, parce que j'ai l'impression que les risques n'ont jamais été aussi nombreux. Il y en a dans tous les corps. Il y en a dans la boîte aux lettres, il y en a dans ton téléphone portable, il y en a partout, dans ton email, dans ton truc. Dès qu'on se connecte chez toi, on a 12 messages pour nous dire, je crois même un tempo, je peux même pas appuyer sur le bouton tant que j'ai pas vu le truc. Attention, voilà. Est-ce que tu as l'impression quand même que les clients commencent à être mieux éduqués sur le sujet, à part nos 2 parents là, mais ouais, nous en fait c'est un sujet sur lequel les équipes ont pour le coup beaucoup bossé depuis 2 ans et demi. En fait, on a beaucoup travaillé la sécurisation de tout ce qui était intrusion à travers des phishing qui permettaient en fait aux fraudeurs de crédibiliser l'ensemble de leur schéma de fraude parce qu'ils avaient accès finalement aux informations des clients. Donc ça aujourd'hui c'est un sujet qu'on a réussi à peu près à adresser, mais vous voyez bien que c'est des sujets sur lesquels il n'y a jamais de... Je ne sais pas s'il y a du bois quelque part, mais enfin bon voilà, c'est un sujet permanent d'amélioration. Ça a basculé un peu chez nous après et ça c'est un sujet c'est pour ça que tu dis, et tu as raison, il y a beaucoup de modal et tout ça, parce qu'on a besoin de faire de la pédagogie aussi beaucoup. Maintenant ça a basculé un peu chez nous sur les faux placements, alors beaucoup moins que ce que c'était sur les faux conseillers. Faux placement plutôt, d'accord. Ouais, tu vois, les faux placements, mais les faux placements, c'est plus difficile parce qu'en fait, ça se passe complètement en dehors de notre écosystème et le client, en fait, lui, il est persuadé de faire un placement légitime. Donc, c'est compliqué pour nous parce qu'en plus, on ne peut pas bloquer les fonds parce que si tu bloques les fonds, après, assez normalement, tu pourras avoir des problèmes avec les établissements et avec ton client parce que finalement, il est normal qu'il puisse disposer de son argent. Enfin, par contre, tu ne peux pas bloquer les fonds. Moi, ça m'est arrivé à un confrère en vert. J'ai fait un virement pour un placement tout à fait légitime, mais ils m'ont bloqué en me disant on a eu peur. Oui, alors tu peux avoir des alertes. Nous, ce qu'on fait, c'est tu vas avoir de l'alerting qui te dira attention, là, vous êtes dans un scénario, parce qu'il y a plein de scénarios possibles. Je vous passe les 75 potentiels scénarios qu'on essaye de gérer. D'ailleurs, l'IA, de ce point de vue-là, peut nous aider, parce qu'il nous aide déjà sur la lutte contre le blanchiment, il nous aide sur la fraude, à détecter les scénarios bizarres. Et là, tu peux avoir de l'alerting. Mais à la fin, ce que je veux dire par là, c'est que quand tu es sur ce type de cas de fraude, c'est plus compliqué, parce que finalement, la promesse initiale s'est faite en dehors de notre écosystème. Le client est persuadé de faire le bon choix. Les gars sont assez malins. Ils ont arrêté les produits à 15% par an, avec retour immédiat et garantie en capital. Non, c'est plus malin que ça. Ils vont te proposer du 4, du 4,5. Ils utilisent les réseaux sociaux souvent avec des noms qui sont assez proches. Voilà. Et donc c'est vrai que ce qui s'est passé depuis 2-3 ans, et c'est vrai dans toutes les banques, je pense que vous avez vu les chiffres de l'OSMP, et c'est pas du tout des chiffres qui sont propres ni à la banque en ligne ni à Bourseau. C'est de manière générale. Ça s'est beaucoup sophistiqué. En fait, on est passé à une échelle qui était industrialisée, très bien faite, y compris d'un point de vue psychologique, qu'ils ont une capacité vraiment à faire croire des choses incroyables aux clients. Et c'est très bien fait. C'est pas de la faute des clients, honnêtement. Et donc voilà, il faut qu'on arrive à toujours mieux protéger. C'est un travail honnêtement permanent. Je pense qu'il n'y a pas de recette miracle. Et voilà, on essaye d'y travailler tous collectivement. Il y a eu le spoofing aussi avec les téléphones des banques qui pouvaient être détournés. Tout ça est en train de se corriger petit à petit. Et c'est un travail de place. Et c'est pour ça que la pédagogie est très importante aussi, pour que les gens aussi parfois une réaction un peu plus de lucidité, quoi. Spoofing, tout le monde a compris, c'est bon? C'est des gens qui prennent votre téléphone et qui arrivent à l'utiliser en appelant les clients, en se faisant passer pour vous. Et donc, du coup, forcément, le client est en confiance. Si vous appelez avec le numéro de la banque et qu'en plus, vous êtes capable de lui citer les 3 dernières opérations que vous avez faites sur votre compte parce que vous êtes rentré grâce à du phishing, comment vous pouvez en vouloir au client de penser qu'il parle à quelqu'un de la banque? L'Axel, par le biais de son siège à la F2M, a milité entre autres sur le sujet d'arrêter ce truc-là. On a rappelé le rôle de l'Axel là-dessus. Et les opérateurs au début disaient pourquoi pas, quoi. Ça a été très compliqué finalement. Ça fait toujours des conversations en plus. Ouais, c'est ça. Écoute, merci. On a pris un retard infini, mais c'était un vrai plaisir. Merci beaucoup.